Alors en manchette aujourd'hui, Frédéric Allary en concert à la Chapelle des Culs-de-Berre et investissements gouvernementaux dans les infrastructures d'eau. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 17 septembre. Alors nous poursuivons d'abord notre couverture sur l'avenir du monastère des Moniales de Berthier et la reconversion possible du bâtiment et de son site. Le comité de sauvegarde du monastère des Moniales de Berthierville ne baisse pas les bras et ce, malgré la prise de position de la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, et de son conseil dans le dossier. Le comité croit que la mairesse et son conseil devraient rapidement réviser leur position. Nous avons rencontré le président du comité de sauvegarde, maître Louis-Victor Sylvestre, et un autre membre du comité, l'urbaniste Yves Dehaye, qui a plus de 30 années d'expérience dans le domaine municipal, pour discuter des raisons de conserver le monastère et leur projet de reconversion. Voici la troisième partie de l'entrevue qu'ils nous ont accordée. Et vous pensez possible que, éventuellement, le conseil municipal pourrait réviser sa position? C'est impératif. J'étais président de la Corporation de développement économique 1984, 85, 86. À l'époque, la famille Bronfman, Seagram, pour les plus vieux, ils vont s'en souvenir. Question de monopole, ils voulaient tout raser, Melchers, pour être certain que plus jamais de distillation ne se fasse là. Et pour ne pas payer de taxes, un peu comme Great Lakes, qui est l'ancienne Match, a été démolie, ils voulaient tout raser. On revendra des terrains. Jean-Guy Lemire a été d'une aide extraordinaire. Elle dit non, avec les entrepôts, on peut faire des projets de condominium industriel ou de motel industriel, etc. Et là, j'étais président de la Corporation de développement économique, de concert avec Paul-Émile Lavallée et Jude Guévremont, tous deux décédés à présent. On a mis un comité de survie et de conversion. Et là, on a négocié avec la société Seagram et avec les membres de la famille Bronfman directement. Ça a été très complexe, mais j'ai obtenu l'aide de Robert Bourassa, du député de l'époque Albert Roud, de Guy Chevrette, leader de l'opposition à l'Assemblée nationale, de Robert René de Cotteret et même de Brian Mulroney. Ça s'est soldé comment? Je vous épargne les détails. Seagram a cédé à la ville de Berthierville tout pour $1 à la condition de démolir la cheminée de Melchers puis de détruire la colonne de distillation. Si vous aviez vu le nombre de gens qui disaient « c'était un éléphant blanc, la ville ne ramassera plus de taxes, ça va être épouvantable ». En un an, en à peine une année, 75% des locaux étaient convertis à des fins manufacturières, avec l'aide, évidemment, et de Québec, et surtout de Robert René de Cotteret, qui était député et ministre du comté de Berthier-Masquinongé. À l'époque, il y avait un autre nom. Alors, à tous ceux qui disent « éléphant blanc »,« rêveur », je dis oui, mais pas juste convertir le parc industriel Melchers et y arriver. Pas juste ça. En même temps, j'ai fondé la Sylvie. On a fait le sentier avec les travailleurs de Melchers. En même temps, j'ai été le président fondateur de la Saba, on a fait les quais, puis on a refait une marina à Berthierville. Rêveur! Évidemment qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas contents, mais ça s'est fait. Alors, de deux côtés, quand il y a un problème, ou on gratte le bobo, puis on cherche les détails et les problèmes, puis on le creuse, le problème, ou on dit il y a un problème, puis il y a une solution. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème sans solution. Quand on est devant un problème sans solution, on est devant un fait. Il fait jour, c'est pas un problème, c'est un fait. Là, on est devant un immeuble patrimonial de qualité exceptionnelle reconnu par Québec, puis il faut le sauvegarder, le transformer, l'adapter et le compléter. Et qu'en est-il de l'action en justice? Écoutez, je ne suis pas au fait de ce qui se trame. Est-ce qu'il y a des négociations? Mais à quoi sert-il d'examiner le recours judiciaire si la Ville de Berthierville n'entend pas modifier sa réglementation de zonage et n'entend pas s'impliquer comme force constructive à la préservation et à la conversion du monastère et à tout le projet de ressources intermédiaires, de cliniques médicales, de pharmacie et de dépanneurs.
c'est futile d'en parler. Il faut sentir, et c'est le devoir des citoyens, c'est le devoir des Berthelot de dire un instant. On a entendu M. Dea, on a entendu Sylvestre, on n'est plus sûr qu'il faille démolir puis bâtir des bungalows au nombre de 60 et puis ne plus avoir de travail après. Parce qu'une fois que 60 bungalows sont construits, où sont les travailleurs? Ben, il va y avoir des coupeurs de gazon. Il va y avoir des gens qui vont faire de l'entretien de la plomberie, de l'entretien de l'électricité, un petit peu de rénovation. Mais c'est combien d'emplois sur un horizon de 30 ans, 40 ans, 50 ans par rapport à la proposition que nous faisons? Et c'est ça, il faut ramener les choses à leur juste dimension. La première chose à faire, c'est que la ville de Berthierville, effectivement, comme vous le suggérez, reconsidère rapidement sa décision d'être au soutien des promoteurs immobiliers. Et là, est-ce que vous allez interpeller le conseil municipal? Et il l'est déjà. Oui. Écoutez, quand j'ai fondé le Canberra, un comité ad hoc, j'ai écrit à Mme Nantel, Madame, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir m'aider à former le comité ad hoc et m'envoyer l'un de vos conseillers? Sa réponse a été non. Il n'en est pas question. Là, on est en 2015. Puis j'étais même pas au fait de la recommandation de la NRC qui venait de spécialistes de Québec. C'était non, sur toute la ligne. J'ai relaté à la municipalité la coupe de Mélaire, qui avait 30 pouces à la souche, qui n'aurait jamais dû être battu. Ils étaient sains. Là, on a tout enterré les souches, on voit rien. Mais j'ai les photos prises le soir de la fameuse coupe. Je les signalé à la ville, rien. J'ai signalé à la ville qu'il était inconcevable d'avoir démoli le premier monastère puis de laisser la poussière sans que les services d'incendie m'arrosent. Il ne s'est rien fait. On ne se pose pas de questions. Est-ce qu'il y avait de l'amiante dans l'ancien bâtiment, dans la maison Pellant? On ne sait pas. Alors, c'est vous dire que c'est un mur élevé et glacial. Et je me pose des questions. Et là, quelles sont les prochaines étapes selon vous? Bien, les prochaines étapes, c'est qu'on est avec vous. Vous avez la primeur. Et puis les prochaines étapes, ça va être de se manifester encore auprès de la ministre. Et puis encore une fois, il n'y a pas de problème sans solution. Vous savez, il n'est pas question d'appauvrir ceux qui sont actuellement propriétaires du site. La ministre a un pouvoir d'expropriation. On débattra plus tard de l'expropriation. Ça peut se régler par négociation, mais ça peut se régler devant les tribunaux. C'est un détail, ça. C'est un détail. Ce qu'il faut, c'est de dire, ministère de la Santé, ministère de la Finance, Conseil du Trésor, Monsieur le Premier ministre, Madame la députée ministre du comté de Berthier, voici, nous vous demandons notre juste part, tant pour préserver notre patrimoine que pour créer les 100 unités de ressources intermédiaires, puisque nous sommes déjà en déficit. C'est ça qui presse. Donc là, vous allez interpeller la députée et ministre Caroline Proulx de Berthier. Nous sommes tous deux en contact. Évidemment, pour un ministre, quand un conseil municipal ne soutient pas des agents qui cherchent le développement économique, c'est politiquement questionnable. Parce que l'autre réalité, c'est que le déficit budgétaire et de Québec et d'Ottawa, il est fantastique, il est énorme. Puis il y en a combien de gens qui veulent sauver le patrimoine? Alors, le comportement du conseil municipal de Berthierville est inconséquent. On devrait prioriser la conservation du monastère, aller chercher les ressources intermédiaires en pénurie budgétaire et pédaler vite pour être en haut de la liste. On a une députée qui est en même temps ministre. Mais de ce que j'entends, les relations ne seraient pas très cordiales entre Mme Nantel, la mairesse, et la ministre Proulx. Pas plus qu'avec la ministre des Affaires culturelles et des Communications. Alors, quand vous ne vous entendez pas avec deux ministres de Québec, ils ont peut-être d'autres ministres à l'intérieur du cabinet et d'autres députés dans leur caucus qui vont dire, bien, si Berthierville ne veut pas l'assiette à beurre, nous, on va prendre l'assiette à beurre puis le restant de la livre de beurre. C'est simple comme ça en politique. Le premier ministre Legault fait souvent valoir qu'il est un premier ministre économique. Peut-être que lui aurait capable d'avoir une oreille attentive à un projet comme ça. Assurément, assurément. Mais qui est l'interlocuteur valable? Moi? Non. Je suis un agent, un intermédiaire qui essaie de sauver dans sa petite chaloupe ceux qui coulent avec le Titanic.
Ce qu'il faut, ça prend un gros cargo pour réchapper les naufragés et puis éviter le pire. On en est rendu à ce point-là. Alors, comment voulez-vous qu'un premier ministre, ou que des ministres, ou que des députés disent « Ah, le comité de sauvegarde, c'est très bien ça, on va vous soutenir », quand l'autorité compétente est contre? Si ça ne change pas de direction, en d'autres termes, la volonté du conseil municipal de Berthierville et de la mairesse, c'est la démolition, quel qu'en soit le prix et les conséquences sociales, économiques et environnementales. On est en plein changement climatique. En plein changement climatique. On est là à dire qu'il faut limiter les gaz à effet de serre. Et là, on a un boisé de 8 hectares, plus ou moins, puis on dit non, nous, on est tellement progressistes qu'on va abattre les arbres, puis on va faire des rues, on va faire de l'aqueduc, on va faire de l'égout, des toits en bardeaux d'asphalte, et puis on va éliminer les arbres. Or, les arbres, c'est ce qui permet d'oxygéner, c'est ce qui capte le CO2. Non, nous autres, on marche à rebours du bon sens. Un gouvernement vert, une économie verte, le fédéral, le provincial. Non, nous, à Berthierville, on est exceptionnel. On va raser à toute fin pratique une forêt dont certains arbres sont centenaires au nom du progrès. Quel progrès? Le progrès des années 30, 40 et 50. Pas de progrès de 2020. Nous, c'est de l'anti-progrès. Et je vais poser, si vous permettez, une question à M. Dehaye. M. Dehaye, vous avez examiné les espaces vacants à Berthierville? Oui. Est-ce qu'on peut placer ailleurs? Bien, écoutez, je pense qu'en faisant un relevé très rapide, je suis convaincu qu'on est en mesure finalement de trouver des espaces à consolider, des espaces à redévelopper, des espaces finalement à réaménager pour faire en sorte de trouver des espaces finalement pour construire le projet qui est évoqué dans le contexte de la démolition finalement du monastère, c'est-à-dire de construire essentiellement du bungalow. Écoutez, construire du bungalow, ce n'est pas de la haute technologie. Là. C'est très simple finalement de le faire et de les insérer correctement dans le tissu existant, finalement, urbain existant de la ville de Berthierville. Par ailleurs, au même moment, comme M. Sylvestre signalait un peu plus tôt, si advenant le cas, finalement, de la démolition de cette nouvelle trace de l'histoire de la municipalité de Berthierville, si vous démolissez, finalement, ou si vous faites des gestes pour faire en sorte qu'il se dégrade lentement et le perdre sans trop y porter attention, bien évidemment, ce geste-là, ce geste-là sera finalement très impossible en fait à récupérer. Récupérer des bungalows ailleurs sur le territoire, c'est possible, mais de reconstituer du patrimoine historique et architectural, c'est impossible. Okay? Fait que dans cette perspective-là, considérant l'état du bâtiment, considérant ce qu'on a évoqué un peu plus tôt, bien évidemment, avant d'évaluer tout scénario de démolition, il faut vraiment réévaluer un projet de requalification du bâtiment. C'est toujours sympathique de sauver des pierres, mais ultimement, ce qu'on souhaite, c'est non pas de sauver des pierres, mais c'est de réanimer un bâtiment existant dans l'ensemble et sur l'ensemble du territoire de la communauté. Ça, c'est important. Alors, il reste une tranche à cette entrevue de fond. Si je n'ai pas le temps de vous la présenter demain parce que l'actualité est trop foisonnante, ma collègue Danielle, qui prendra la relève la semaine prochaine alors que je serai en vacances, devrait vous présenter la dernière tranche de l'entrevue. Et il y a aussi l'entrevue dans son ensemble qui sera mise dans la programmation régulière. Il y aura une émission spéciale qui sera faite où vous pourrez entendre l'ensemble de cette entrevue ou la réentendre. Cela dit, maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, 2 décès se sont ajoutés au bilan depuis hier. La santé publique signale 251 nouveaux cas et en ce moment au Québec, il y aurait 136 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 29 se retrouvent aux soins intensifs et dans la Naudière, il y a 6 tests positifs de plus que hier. Alors, nous passons maintenant à notre première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez « Présent. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 17 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Chantal Desrochers. Bonne fête, Madame Desrochers. Tel qu'indiqué en manchette, la Chapelle des Cuthbert présente vendredi soir à 20h sur sa page Facebook un concert du contrebassiste jazz Frédéric Allary. Le concert Magnitude des échanges synaptiques interdits est le résultat d'un long cheminement d'improvisateurs et de compositeurs de la part du contrebassiste. Le projet a été créé en résidence au Centre d'expérimentation musicale de Chicoutimi. Il intègre avec beaucoup d'inspiration des synthétiseurs modulaires à son jeu de contrebasse, élargissant considérablement sa palette expressive. Et Frédéric Allary, il a collaboré avec plusieurs grands de la scène jazz depuis la fin des années 80. On pense entre autres à Bernard Primo, Lorraine Desjardins, Jean-Pierre Zanella et Yannick Rieu, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, le concert sera présenté sans public à la Chapelle des Cuthbert et pour y assister dans le confort de votre foyer, rendez-vous demain, vendredi 18 septembre à 20h sur la page Facebook de la Chapelle des Cuthbert. Cela dit, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec confirment l'injection de plus de 12,9 millions de dollars chacun pour 11 projets relatifs aux infrastructures d'eau de municipalités dans la région. Ces projets permettront entre autres de moderniser les réseaux municipaux d'alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées. Et de ces 11 projets, soulignons notamment dans la MRC d'Autrey à la Valtrie, le remplacement d'environ 750 mètres d'égouts sanitaires et aussi, bien sûr, la restauration de la route et du terrassement où les travaux auront lieu. Pour ce projet, le fédéral et le provincial fournissent 337 500 $ chacun et la municipalité injecte pour sa part près de 169 000 $. À Saint-Barthélemy, remplacement de près de 4 000 mètres de conduite d'eau potable. Là aussi, restauration de la route, du terrassement où les travaux auront lieu. Le fédéral et le provincial fournissent chacun un peu plus de 786 000 $ et la part de la municipalité est d'un peu plus de 393 000 $. Saint-Gabriel, toujours dans la MRC d'Autrey, remplacement d'environ 5 644 mètres de conduite d'eau potable, d'égouts sanitaires et pluviaux, y compris l'installation de nouvelles conduites d'eau pluviale pour la séparation des réseaux d'égouts, ainsi que, encore une fois, restauration de la route, du terrassement, là où les travaux auront lieu. Alors, vous aurez compris le principe. Contribution similaire du fédéral et du provincial à un peu plus de 1 980 000 $ chacun et la part de la municipalité d'un peu plus de 990 000 $. Cela dit, on poursuit notre série de rencontres avec le candidat à la chefferie du Parti québécois. On se souviendra que la circonscription de Berthier a longtemps élu des députés péquistes. Le parti a encore des racines dans la région et l'élection d'un nouveau chef le 9 octobre pourrait redonner de l'élan à ce parti. C'est notamment dans ce contexte que nous vous présentons cette série de rencontres avec les candidats à la chefferie. Voici la deuxième partie de l'entrevue avec Frédéric Bastien. La chefferie, oui, ça suppose de proposer des idées, des politiques comme vous le faites, mais c'est aussi en réalité une course aux appuis. Parlant d'appui, parmi vos adversaires, il y a entre autres Paul Saint-Pierre Plamondon qui a obtenu l'appui de l'ancienne ministre péquiste Louise Baudouin, cette semaine de 3 anciens présidents de l'aile jeunesse du PQ. Sylvain Gaudreault a l'appui de 3 des députés du caucus actuel. Vous, comment ça va en ce moment, votre chasse aux appuis pour penser justement pouvoir remporter la course? Bien, moi, voyez-vous, je suis parti de très loin. Alors, il y a 1 an, j'ai publié un livre qui s'appelait « Après le naufrage, refonder le Parti québécois ». Donc, j'ai un peu commencé ma préparation avec ce livre. Et quand je disais aux gens que je connais, dans des commentateurs politiques, etc., des anciens politiciens, des gens au Parti québécois, je disais, je songe à me présenter. Écoutez, c'était la risée, là.
les gens se disaient, ben, pas devant moi, mais je veux dire, pas là, j'exagère, mais je veux dire, les gens ne prenaient pas ça au sérieux. Ouais. Et ils se disaient, voyons donc, Frédéric Bastien, il n'est pas implanté dans le parti, il n'est pas connu, il n'a pas de notoriété, il ne va même pas se qualifier aux signatures, puis il ne va peut-être pas être capable de ramasser l'argent. Et puis, moi, j'ai dit, je suis le seul qui peut faire, c'est-à-dire, moi, j'avais dans l'idée que d'autres personnes plus connues que moi, avec plus d'expérience, allaient, disons, prendre le flambeau des idées que je propose. J'ai sondé des gens, je nommerai pas de nom, et ils m'ont dit, non, il n'y en est pas question. Alors moi, je me suis dit, si personne n'y va, moi, il faut que j'y aille, parce que les idées que je propose, elles sont extrêmement importantes. Et elles sont fondamentales pour les Québécois. Alors là, voyez-vous, je me suis qualifié, j'ai eu l'argent, je suis ici devant vous. Donc, moi, depuis 1 an, je suis en croissance. Alors, moi, je pense que ça va continuer. Vous pensez que tranquillement, il y a un momentum qui se dessine autour de votre candidature et que vous pourriez rafler au fil d'arrivée des candidats peut-être plus connus en début de course? Là. Bien, moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que plus les gens me connaissent, plus ils apprécient ce que je dis. Et j'ai un discours qui est très différent des autres candidats. Ça, je peux vous le dire. Je pense que je suis celui qui se différencie le plus de tout ce que les autres offrent. Alors, évidemment, peut-être qu'ils vont être... ce sera peut-être on verra ce que les militants choisiront. Mais en tout cas, je me démarque très certainement. Moi, je suis vraiment porté par les propositions que je fais, par les gestes que je pose. Moi, j'ai porté plainte contre la juge fédérale Nicole Duval-Eslard, qui était une juge totalement biaisée, qui fréquentait les lobbies anti-loi 21. J'ai dénoncé 3 juges de la Cour suprême, justement, qui sont en fait dans les lobbies anti-loi 21, qui sont très nombreux là, contre la loi 21. Et il y avait une demande pour suspendre la loi 21 par des opposants en attendant de juger la loi 21 sur le fond. Et c'est monté en Cour suprême. Et en fait, c'est pas monté en Cour suprême parce que la Cour suprême a dit, d'abord en Cour d'appel, il y avait la juge Duval-Eslard, la suspension n'a pas été accordée. Et finalement, c'est allé en Cour suprême. La Cour suprême a dit, on n'entendra pas la cause. Et moi, je suis convaincu que c'est parce que j'ai dénoncé les relations, je dirais, inacceptables entre 3 juges de la Cour suprême et différents groupes de lobby anti-loi 21 que fréquentaient 3 des 9 juges. Alors, autrement dit, moi, là, je pose des gestes. C'est pas juste des paroles. Je porte plainte, je fais des choses. Et ça fait avancer. C'est pour défendre le Québec, c'est pour faire avancer la question nationale. Si vous remportez la course, est-ce que vous allez faire de la place aux 3 autres candidats dans votre équipe par la suite? Ça va de soi. Je veux dire, j'espère qu'ils voudront bien continuer. Mais c'est sûr que, je veux dire, on est dans une course en ce moment. C'est sûr que là, c'est les divisions qui ressortent. C'est normal. C'est la nature même de l'exercice. Mais après ça, j'ai aucun doute que le parti va se ressouder, se redevenir, n'est-ce pas, un parti qui non plus fait on ne se fera plus la lutte entre nous, mais on va faire la lutte aux autres. Et évidemment, il y a de la place pour les 3 autres candidats. Et si vous deviez terminer, par exemple, en 2e place, est-ce que vous allez retourner à l'enseignement ou vous allez vous présenter pour le PQ aux prochaines élections? Vous allez tenter de continuer d'influencer de l'intérieur? Bien, moi, j'ai voulu me présenter en 2018, là, alors que c'était pas très... Alors, malheureusement, M. Lisée, moi, je voulais me présenter dans Mercier, un comté au centre-ville de Montréal, et M. Lisée a préféré Michel Blanc, alors qui n'était pourtant pas une candidate qui avait, disons, qui ne nous a pas aidés, là, puis elle avait déjà un placard bien garni de déclarations, on va dire, controversées, là, mais bon, M. Lisée a préféré Michel Blanc. Mais donc, autrement dit, puis après ça, moi, j'ai milité dans mon comté, qui était le comté de M. Lisée, par ailleurs. Moi, ça fait ma première campagne électorale au PQ, c'était 1976. Donc, j'ai aidé ma mère à distribuer des dépliants de notre candidat dans Laval, qui était nul autre que Bernard Landry, que j'ai eu plus tard comme professeur, par ailleurs. Alors donc, moi, je suis au Parti québécois depuis longtemps. Évidemment, je compte rester au Parti québécois. Ça, c'est très, très clair. Donc, quelque chose à surveiller d'ici la fin de la course, à part les 2 débats qui s'en viennent? On verra. Nous, on aura des choses à dire sur les fédéraux, ça c'est sûr, parce que nos véritables adversaires, ce sont les fédéraux. Merci d'être venu nous voir. Puis
Vous repasserez par nos studios. Parfait, merci beaucoup. Merci. Alors, le 7 septembre, au CHRDL est décédée à l'âge de 80 ans Mme Suzanne Ferland-Martin, demeurant à Berthierville. Elle était la fille de feu Jean Ferland et de feu Madeleine Leduc et l'épouse de feu André Martin. Elle laisse dans le deuil ses fils, Jean Martin et sa conjointe Julie Lafrenière, ainsi que leurs filles Frédéric et Raphaël, son autre fils Louis Martin, son autre fils Philippe Martin et sa conjointe Marie-Hélène Robitaille, ainsi que leurs filles Alice et Sarah, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines et autres parents et amis. Mme Ferland-Martin a longtemps œuvré pour le bien-être des enfants en tant qu'infirmière au CLSC d'Autrey. La famille recevra les condoléances ce vendredi, le 18 septembre, de 19h à 22h au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, ainsi qu'à compter de 9h le samedi 19 septembre à l'église de Berthierville, où seront célébrées les funérailles à compter de 10h. Et afin de témoigner vos sympathies, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés. Au centre hospitalier de la Naudière, le 7 septembre, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Jean Maillé, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Éric Maillé, et sa conjointe Céline Chevalier, ainsi que sa petite-fille Erika, son frère Nelson Maillé et sa conjointe Lucille, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 19 septembre dès 14h en la chapelle du complexe de F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie suivra à 15h et les cendres de M. Maillé seront inhumées ensuite au cimetière de Berthierville. Au CHDL, le 9 septembre, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Raymond Mirandette, conjoint de Sylvie Pilote, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Catherine Pilote Mirandette et son conjoint Martin Roch Lalonde, Caroline Pilote Mirandette et son conjoint Richard Morin, de même que ses petits-enfants, Marie-Lou, Déric et Rosalie, son frère Régent Mirandette, ses sœurs Doris Mirandette, Diane Mirandette et son conjoint Jacques Ducharme, de même que son beau-frère Sylvain Pilote et sa conjointe Joanne Bourassa, ainsi que ses neveux, nièces et autres parents et amis. Et des dons à la Société québécoise du cancer seraient appréciés. La famille vous accueillera ce samedi, le samedi 19 septembre, de 19 à 22h, ainsi que le dimanche 20 septembre, dès 10h, au complexe funéraire F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra une liturgie à la chapelle du complexe le dimanche 20 septembre à compter de 14h. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Cela dit, nous passons à la météo. Alors, jeudi soir, ce sera dégagé avec une température prévue de 11 degrés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel reste dégagé et la température descendra à 3 degrés Celsius. Oui, vous avez bien entendu, juste 3 cette nuit. Vendredi matin, ensoleillé avec passage nuageux et 6 degrés Celsius. Et vendredi après-midi, le ciel sera généralement ensoleillé et le mercure grimpera à 14 degrés. Vendredi soir, le ciel demeurera généralement dégagé, mais le mercure descend à 10 degrés Celsius. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un dernier bulletin d'information régionale de la semaine et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé
autonome, communautaire. C'est ici que ça se passe.